vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Première partie. Invité aujourd'hui, Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président de Reconquête. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En cette seconde partie de cette émission, nous poursuivons nos débats de la présidentielle. Vous serez face à Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Marion Mourgue pour Le Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Marie-Pierre Haddad de RTL.fr. Bonjour. Alors Guillaume Pelletier, votre dernier passage dans cette émission, vous avez mené à une mise à l'écart des Républicains. Une mise à l'écart qui s'est transformée en exclusion définitive après votre passage donc avec armes et bagages chez Éric Zemmour. Vous qui fûtes pourtant, après le Front National, successivement proche de Nicolas Sarkozy, de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand et enfin d'Éric Ciotti. Vous voilà donc aujourd'hui propulsé porte-parole d'Éric Zemmour. Vous avez même confié que votre grand-père, aujourd'hui disparu, serait fier de ce choix. Mais vous conviendrez que ce cheminement en zigzag peut tout au moins interroger. Alors Guillaume Pelletier, est-ce que c'est votre ultime revirement ou vous n'excluez rien pour l'avenir ? Vous savez, Jean Jaurès disait le fleuve qui se jette à la mer est fidèle à sa source. Un fleuve, il a des sinuosités, mais ma source, c'est la droite. Les personnalités que vous avez citées, de Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez, ne sont ni de gauche ni centristes. Et depuis 20 ans, j'essaye de trouver, comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs, qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Pasqua, en Séguin, en Villiers, celui qui va nous permettre de nous réconcilier. Et Éric Zemmour est celui qui, à travers son courage, son parcours, sa cohérence, l'union des droites aussi qu'il propose, est celui qui va permettre enfin à la droite, la vraie droite, la droite forte, d'exercer le pouvoir et de présider aux destinées de la France. Guillaume Pelletier, vous parlez de sinuosité. Est-ce que vous n'êtes pas devenu, aux yeux de certains Français, le symbole de la trahison en politique ? Il y a quelques mois, vous étiez encore numéro 2 des Républicains. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 de Reconquête. Ce cheminement et ces choix successifs, c'est pas une insincérité en politique ? Moi, je place toujours les convictions au-dessus du parti. Je place ma patrie au-dessus du parti. Churchill le disait lui aussi, il y a ceux qui par amour pour leur parti oublient leurs convictions et ceux qui par amour pour leurs convictions oublient leur parti. Ce qui compte au-delà des engagements publics partisans, c'est la France. Aujourd'hui, elle est en danger de mort et nous devons tous, et je lance un appel moi à tous mes amis des Républicains, j'en ai gardé d'innombrables parmi les cadres, les parlementaires ou les militants et les adhérents, à nous rejoindre. Au fond, vous le savez, Valérie Pécresse, que je connais bien, j'ai travaillé avec elle pendant 13 ans. Et vous aviez demandé en décembre à faire partie de sa campagne. Vous l'aviez rencontrée le 8 décembre. Je l'ai rencontrée le 8 décembre, ça a duré 1h15. Nous avons parlé, moi je lui ai posé une question centrale à laquelle elle n'a pas répondu. Je lui ai dit, Valérie, tu as voté pour Emmanuel Macron en 2017, c'était ton droit. Tu as quitté les Républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite, c'est ton droit. Tu as refusé dans un premier temps de prendre en compte le soir de ta victoire les idées d'Éric Ciotti, c'est ton droit. Peux-tu t'engager devant moi que quoi qu'il arrive, tu ne te rallieras pas à Emmanuel Macron ? Elle ne m'a pas répondu. Valérie Pécresse, c'est devenu pour moi un vote inutile, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, c'est le faux-né, c'est le clone d'Emmanuel Macron. Au fond, Valérie Macron, Emmanuel Pécresse, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Elle dit que ses convictions fluctuent au gré de l'actualité. Elle l'a évoqué dans une émission de vos confrères de LCI chez David Pujadas. Chacun a bien compris qu'elle ralliera Emmanuel Macron au printemps prochain. Et voilà, si on veut vraiment une droite de conviction, une droite de gouvernement, une union des droites entre tous les électeurs de droite qui ont été divisés pendant 40 ans par une frontière virtuelle, le fameux cordon sanitaire, le seul qui peut permettre cette union des droites, le seul qui veut réparer la France et qui est courageux, c'est Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, mais vous parlez de conviction, c'est vrai que je reprends la question de Marion Mourgue sur devenir ce symbole de la trahison en politique. Est-ce que ça ne vous plaît pas mal à l'aise, que ça ne vous gêne pas parfois le matin ? Non, quand vous avez soutenu tour à tour Villiers, Sarkozy, Wauquiez et puis Zemmour, je considère que vous êtes profondément, particulièrement, sincèrement de droite. Moi, je suis de droite, je suis patriote. Et le seul candidat dans cette campagne qui est de droite et patriote, la droite, c'est vous. c'est Éric Zemmour.
la droite. Vous avez plus Le les seul Républicains. candidat de droite dans cette campagne, ça c'est sûr, c'est Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, Adrien lorsque Jean. vous êtes venu au grand jury la dernière fois, au mois de mai de l'année dernière, vous disiez avoir les mêmes convictions que Robert Ménard, le maire de Béziers. Aujourd'hui, lui, il soutient Marine Le Pen. Est-ce que vous considérez toujours que vous partagez les mêmes convictions que Robert Ménard, ou est-ce que c'est lui qui a dévié ? Oui, moi je considère que je n'ai pas d'ennemis à droite. C'est-à-dire que nous partageons des convictions communes avec Marine Le Pen. Il faut arrêter de se critiquer les uns les autres. Je connais bien Robert Ménard, qui est un ami, qui est un excellent maire à Béziers. Et vous avez bien noté que ça n'est pas parce que j'ai été exclu des Républicains que j'ai rejoint Éric Zemmour, mais parce que dans votre émission, j'avais prononcé des mots forts sur Éric Zemmour, sur Robert Ménard, sur la fin du Front républicain, que j'ai été exclu des Républicains. Moi, je reproche sur laquelle on reviendra tout de suite. Je reproche vraiment beaucoup aux dirigeants, les Républicains, de mentir aux électeurs de droite, c'est-à-dire de faire toujours des campagnes de droite. Mais là, je vous interroge sur Robert Ménard, qui vous reproche à Éric Zemmour d'être peut-être Je viens de vous dire, Robert aussi. Ménard est un ami. On se retrouvera, vous savez, sur vos écrans de télévision, le 10 avril au soir, il y aura deux visages. Celui d'Emmanuel Macron et celui d'Éric Zemmour. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Robert Ménard et tant d'autres viendront nous soutenir, parce que le duel qui s'annonce dans cette élection présidentielle, c'est un duel entre Emmanuel Macron, c'est son droit, la mondialisation heureuse, le mépris des classes moyennes, le mépris de la France rurale, le mépris de la valeur travail, on y reviendra j'espère tout à l'heure, et Éric Zemmour qui nous dit « La France est en danger de mort, le grand remplacement nous menace, l'immigration nous submerge. » Et il le dit avec brutalité quand on écoute Robert Ménard. Est-ce que vous ne vous dites pas vous-même parfois, peut-être qu'Éric Zemmour est trop brutal dans cette campagne ? Vous savez, ce qui est brutal, c'est la souffrance des Français. Ce qui est brutal, c'est l'immigration de masse. Donc, ce qui est brutal, c'est l'islam politique. Je vais vous donner un exemple. Je pense en cet instant à l'une de vos consoeurs, Ophélie Meunier, de M6, qui a eu le courage, avec toute une équipe de journalistes, de commettre un reportage passionnant sur la ville de Roubaix, où l'on voit des jeunes filles de 6 ans obligées d'être voilées, où l'on voit des commerces communautaristes se développer. Elle est là, la brutalité de la société française, qui est la conséquence de 40 années d'échecs et de lâcheté des politiciens. Avec Éric Zemmour, nous avons la chance d'avoir un homme qui n'est pas un politicien, un homme qui est courageux, un homme qui dit ce que nous voyons et qui propose des solutions très fortes. Avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration. Ça n'est pas rien. Nous allons lutter contre l'assistanat et nous allons enfin, c'était l'objet du grand discours de Lille hier, enfin récompenser la France des milieux de cordée, du travail et des entrepreneurs. Ophélie Meunier qui travaille également sur RTL et à laquelle nous adressons notre soutien collectif. Marion Mourgue. Vous parliez du second tour. Vous dites qu'il y aura un second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous redites ce que vous disiez en plateau ici le 30 mai, que vous voteriez blanc en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou vous dites aujourd'hui, finalement, Marine Le Pen, ce sera aussi la prolongation de mes idées? Moi, je dis, parce que je n'ai pas changé, qu'il n'y aura de ma part pas une voix pour Emmanuel Macron, pas une, et que pour le reste, je me battrai jusqu'au 10 avril et jusqu'au 24 avril pour qu'Éric Zemmour soit le futur président de la République. Et c'est ce duel-là qui va survenir, donc je ne suis pas Madame Irma et je ne me placerai pas dans une politique fiction à laquelle je ne crois pas. Ma conviction profonde... Regardez... Non mais pardon, oui. Là je ne comprends pas, Guillaume Pelletier. Vous nous dites, on vous dit Macron, Le Pen, et vous avez une hésitation, parce que vous dites à longueur de discours que c'est le camp national, que vous n'avez pas d'adversaire, que Marine Le Pen n'est pas d'adversaire. Donc si jamais ce scénario se produit, vous voterez blanc ou vous voterez Marine Le Pen? Mais vous avez bien compris que je ne me place pas dans ce scénario. Et que ma ligne est claire, notre ligne est claire, pas une voix pour Macron. Ce qui n'est pas le cas, vous l'avez noté, de Valérie Pécresse. J'aimerais que vous posiez la question, quand ce sera Éric Zemmour, Emmanuel Macron, pour qui votera Valérie Pécresse? On a bien compris qu'elle appellerait à voter Emmanuel Macron. Si les électeurs de droite veulent une vraie politique de droite, eh bien, il n'y a qu'un seul choix, c'est le choix d'Éric Zemmour. C'est votre seul sujet, Valérie Pécresse, dans cette campagne? Vous l'attaquez beaucoup. Pas du tout, la question vous me posez pas mal de questions, moi je vous réponds. Mon seul sujet, notre seul sujet, c'est la France et les Français. Moi, j'aimerais par exemple qu'on parle maintenant des questions économiques et sociales. Alors, on va y venir. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi? Un meeting à Lille, dans la ville des funestes 35 heures de Martine Aubry. On va venir à tout ça. D'abord, une question. Parlons des Français. On est toujours sur les candidatures. Une question des auditeurs, Marie-Pierre Haddad. Oui, qui concerne les parrainages. Donc on voit qu'il y a une véritable guerre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen pour avoir les 500 parrainages. Toute la semaine, il y a eu des élus qui se sont pris en photo sur Twitter en train de remplir leur formulaire de parrainage. Quand on regarde le décompte, pour l'instant, vous n'en avez que 58. Il vous reste moins d'un mois, il vous en faut 10 fois plus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Oui, Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Il nous reste 30 jours. Nous avons franchi les 460 promesses de parrainage. Il y a tout un travail à faire pour transformer ces promesses en
en signature définitive. On a une équipe extraordinaire autour d'Éric Zemmour. Je suis très marqué par le courage des maires ruraux, des maires indépendants, des maires sans étiquette qui ont décidé de permettre à un grand candidat qui aujourd'hui recueille 14 ou 15% des suffrages, Éric Zemmour, d'être candidat. Mais sur ces 460 parrainages, vous estimez à combien les parrainages d'élus Les Républicains ? C'est essentiellement des élus sans étiquette, indépendants et divers droite, comme on dit. Permettez-moi juste de vous reprendre, si vous me le permettez, quand vous parlez de guerre. Moi, Marine Le Pen, c'est pas mon ennemi, c'est pas notre ennemi. Nous partageons des convictions communes. Ce que nous disons juste aux Français, sur le plan politique, et j'espère qu'après on va aborder les questions de fond et des Français, mais j'essaie de répondre à vos questions. Marine Le Pen, pendant une quinzaine d'années, a eu l'opportunité de remporter l'élection présidentielle et elle n'y est pas parvenue parce qu'elle n'a pas pu rassembler les électeurs des Républicains. Valérie Pécresse, quant à elle, refuse les électeurs du Front National. Pour l'emporter, il faut additionner et unir les forces. Éric Zemmour est le seul candidat qui propose, et qui réussit pour le moment, à rassembler tout autant des électeurs républicains, des électeurs du Front National, des indépendants et des patriotes. C'est ça le fait marquant politique de cette élection présidentielle. Et des nazis, dit Marine Le Pen cette semaine. Elle dit il y a dans le mouvement d'Éric Zemmour aujourd'hui des nazis. Qu'est-ce que vous lui répondez à cela ? Je réponds d'abord que c'est faux, que si jamais quelques énergumènes de ce type s'étaient faufilés parmi les millions d'électeurs et de sympathisants qui nous rejoignent, ils seraient immédiatement foutus dehors, manu militari, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il serait très malheureux auprès d'Éric Zemmour, qui est un Français juif berbère d'Algérie. La deuxième raison, c'est que toute notre filiation, c'est celle du général de Gaulle. Je pense en cet instant à Philippe de Villiers, dont le père, Jacques de Villiers, fut enfermé dans un camp pour avoir sauvé un officier juif. Elle est là, notre filiation, elle est là, la réalité. Et que, pour répondre définitivement à cette question, je n'accepte pas que les collabos d'aujourd'hui fantasment sur les collabos d'hier. C'est-à-dire qu'avec Éric Zemmour, les collabos d'aujourd'hui, ce sont toutes celles et ceux qui sont complices de l'islam politique, de l'islamo-gauchisme, de l'islamo-droitisme, de ces quelques élus qui font des concessions et qui se soumettent à l'islam politique dans des villes de France comme à Roubaix. Nous, avec Éric Zemmour, nous sommes au clair. Nous n'acceptons ni les collabos d'hier, ni les collabos d'aujourd'hui. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, j'espère que la gauche, j'espère que Valérie Pécresse sauront aussi faire le ménage sur les collabos d'aujourd'hui, qui sont les complices de l'affaissement et du grand remplacement. Et pour vous, l'islamo-gauchisme, ce sont les nazis d'hier ? Vous faites un parallèle entre l'islamo-gauchisme et les nazis ? Le fascisme d'aujourd'hui, c'est l'islamisme, bien sûr. Mais vous attaquez la droite justement sur une sympathie qu'il y aurait. Même des amis que vous aviez à LR ont été attaqués, comme Damien Abad. Pour vous, on peut tout dire dans une campagne. Vous considérez que Damien Abad a des sympathies avec l'islamisme ? Moi, je connais vous avez travaillé longtemps avec lui. Je connais bien Damien. Je dis, et c'est ce que nous disons, nous demandons à Valérie Pécresse de la clarification. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus évident. Jean-Christophe Lagarde, qui avait fait la une d'un hebdomadaire, Le Point. Oui, mais enfin, vous savez, la droite plus le centre égale la gauche. La droite soumise au centre depuis trop longtemps, soumise à M. Lagarde, égale une politique de gauche. Moi, je demande, comme Éric Ciotti, avec qui vous avez travaillé avant, comme Éric Ciotti, qui avait dit qu'il n'accepterait jamais de travailler avec ce monsieur Lagarde, dont je rappelle ses propos. Il faut mettre 2 balles dans la tête de M. Éric Zemmour. Ces propos sont inqualifiables. Il les a ensuite regrettés. Oui, d'accord, peut-être. Enfin, il les avait prononcés. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est pas de la politique aérienne. Moi, je réponds à vos questions. Consacrons du temps aux Français. On a le grand remplacement, on a le grand déclassement. Est-ce qu'on peut parler, par exemple... qui sont portées sur le fait qu'il y ait des nazis, entre guillemets, ou une extrême droite radicalisée qui aurait des accointances particulières et dénonçables, ça, vous nous dites, il n'y en a pas chez nous. J'ai répondu très clairement. Alors, pardon, Adrien Gindre avait une question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Vous n'avez pas été clair. J'ai pas bien compris le parallèle entre l'islamo-gauchisme et les nazis. Les nazis, c'est une guerre mondiale, des déportations, des millions de morts, un génocide. Est-ce qu'il y a tout ça aujourd'hui ? Vous savez, 55 attentats sur le territoire français depuis 2012. 300 morts. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans le monde entier, ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur liberté. Mais ça, ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des adversaires politiques. Le terrorisme, c'est une forme de 3e guerre mondiale qui est déclarée aux civilisations, bien sûr. Partie des adversaires politiques. Et en tant que patriote français, notre combat, c'est de sauver la France de cette mainmise. Oui, l'immigration, elle est aujourd'hui de masse. 2 millions d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire national sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, l'islamisme tue. Je viens de le rappeler. Oui, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. 25% des détenus dans nos prisons sont étrangers. 62%
par exemple, des violences sexuelles en Île-de-France ont été commis par des étrangers. Ce sont les chiffres officiels. Plus largement, puisque je veux absolument, même si je réponds à vos questions, parler des questions économiques et sociales. Vous dites, non, mais Benjamin vous allez Sportouche. débattre avec Clémentine Autain. Vous dites, vous avez souvent qualifié la France insoumise de mouvement islamo-gauchiste. Et maintenant, vous dites qu'ils sont complices de ce terrorisme. Est-ce que c'est ce que vous dites aussi à Clémentine Autain, qui représente la France insoumise, qu'elle fait partie de cette complicité islamo-gauchiste et donc ils sont influents sur le terrorisme mondial? Il y a des partis et des élus qui sont complices de l'islamisme. Et l'islamisme conduit au terrorisme. Sur les questions centrales du grand déclassement. Parce que c'est important. Hier à Lille, ce fut un tournant. Éric Zemmour a prononcé un discours sur la France du travail pour réconcilier les entrepreneurs et les travailleurs. Aujourd'hui, la France est un pays socialiste, épuisé de taxes, de charges, d'impôts, d'URSSAF. Les propositions qu'il a faites sont extrêmement fortes. Il a déclaré que notre ennemi, ça n'était pas la finance, mais que notre ennemi, c'était la bureaucratie, l'assistanat, les impôts et les taxes, avec des propositions fondamentales et fondatrices pour les Français. Il faut que chaque artisan, chaque commerçant, chaque entrepreneur, chaque ouvrier, chaque paysan mesure la proposition forte d'Éric Zemmour sur laquelle je veux revenir. Nous proposons, nous, de supprimer tous les impôts et toutes les charges sur une prime exceptionnelle annuelle pouvant représenter un 13e, un 14e ou un 15e mois pour enfin récompenser le travail, pour supprimer les impôts qui pénalisent la compétitivité de nos entreprises et la juste rémunération de nos travailleurs. C'est la proposition que vous faites, et vous dites que vous le financez par l'immigration et les économies que vous allez faire sur l'immigration. Mais pardon, c'est là où je n'ai pas compris, où on a peut-être, ne suis-je pas le seul, quand vous parlez des immigrés, de qui s'agit-il? Quels sont ceux que vous allez renvoyer de France? Certains travaillent légalement en France avec des cartes de séjour. Est-ce que, quand ils n'auront plus de travail, on les renverra chez eux manu militari? Comment vous allez faire? On ne comprend pas trop le lien que vous faites entre travail et immigré. Qui sont ces immigrés dont vous nous dites aujourd'hui, et parfois vous les qualifiez d'étrangers, donc on ne sait plus non plus qui ils identifient, qui vous qualifiez exactement. Qui sont-ils et combien du coup pensez-vous en renvoyer si vous accédez au pouvoir? Je vais vous répondre très simplement. D'abord, pour que chacun comprenne bien, quelle est l'originalité d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle. Pendant 40 ans, la classe politique, acceptant de se soumettre à l'immigration, acceptant de voir les fraudes sociales, l'assistanat gangréner le pacte républicain, a été contrainte, cette classe politique, à augmenter les impôts et les taxes qui pèsent sur le travail et sur nos PME, nos artisans, nos commerçants. Puisque nous allons mettre fin à l'immigration, l'assistanat, à la bureaucratie et au gaspillage, nous allons pouvoir rendre l'argent aux Français. C'est-à-dire que chaque Français va avoir sur son compte en banque, de manière très concrète, une augmentation de son salaire net. Mais avec quel C'est une révolution. Vous ne pouvez pas faire ça en quelques mois. Donc quel est le calendrier que vous fixez? Parce que l'immigration, si vous voulez renvoyer tout le monde, ça va prendre quand même quelques mois. Bien sûr. Non, parce que vous dites, pardon, pour compléter, vous dites j'arrête l'immigration, mais il y a les immigrés qui sont en France. Alors, je réponds à votre question. Et là, nous expulserons les 25% de détenus étrangers dans nos prisons françaises. Ça représente 15 000 étrangers, vous le savez. Nous allons, par exemple, déchoir de leur nationalité les binationaux délinquants. Ça compte. Et les travailleurs, pardon, mais je vous repose la question. Et les travailleurs. Et les travailleurs, un étranger qui serait au chômage plus de 6 mois n'aurait pas vocation à rester sur le territoire national comme le font les Australiens, les Suisses et les Américains. S'il a été là pendant 10 ans et que tout d'un coup il se retrouve au chômage, il sera renvoyé chez lui au bout de 6 mois. Tout à fait. Et ça fait combien de personnes, ça, aujourd'hui? Est-ce que vous avez évalué le nombre vous pouvez faire le calcul vous-même, puisque 44% des étrangers seulement en France ont un travail. Alors dites-nous combien ça fait. Ça fait 56% des étrangers. Donc vous avez... donc il y a 5 millions, ça fait 2,5 millions de personnes que vous renvoyez chez eux. Qui vont devoir... Mais dans les 6 mois après votre arrivée au pouvoir. Vous savez que les Américains, Monsieur Obama, je vais vous donner un exemple très concret, ne faites pas les grands yeux en disant que c'est impossible. Les États-Unis, c'est une démocratie. Monsieur Obama était un grand démocrate. Bon, eh bien les Américains ont expulsé 2 millions d'étrangers qui n'avaient plus de travail au bout de quelques mois. 6 mois suivant votre accession éventuelle au pouvoir, vous expulsez 2,5 millions de personnes. Vous savez, c'est toute la différence entre la classe politique et Éric Zemmour. La classe politique a choisi de faire une politique de priorité et de soutien aux étrangers. C'est le droit. Les Français n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Éric Zemmour, notre priorité, ce sont les Français.
Mais les ces Français, ces immigrés se sont intégrés au bout de 10 ans, par exemple. Contrairement à ce que vous pensez, vous les expulsez. Être français, ça n'est pas une question d'origine sociale ou de couleur de peau. Il y a plein de Français aujourd'hui qui viennent de l'immigration et qui sont français autant que vous et moi. La question n'est pas là. Mais nous, la priorité, ce sera une priorité aux Français. Et donc, nous ils l'assumons n'auront pas pleinement. d'accident de parcours. Voilà, ils travaillent depuis 10 ans. Ils se retrouvent au chômage. Ils ne pourront pas rester ils auront, comme dans beaucoup de pays du monde et beaucoup de grandes démocraties, 6 mois pour retrouver un travail. Et si ça n'est pas le cas, ils devront quitter la France. Les Français qui, eux, bénéficient des indemnités chômage, allocation chômage. Adrien Gindre. Il y a quelques années, vous vouliez, je cite, parler à tous les Français qui souffrent, et notamment aux immigrés. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Là, on a retrouvé par exemple cette citation chez nos confrères de Public Sénat. Aujourd'hui, ça a changé. Vous ne parlez plus à ces gens-là. Vous leur dites, si vous souffrez, mais que vous êtes en difficulté, comme on vient de l'évoquer, vous partirez. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui change ? Nous, c'est la France qui souffre. C'est la France qui doute. Vous disiez à l'époque que c'était la France qui souffrait aussi. Attendez. Il y a un seul critère qui compte pour nous. Un seul. L'amour de la France. L'amour de la France. Là, je ne sais pas si vous parlez des questions économiques ou identitaires. On peut être au chômage et aimer la France. Et là, vous nous dites que vous repartirez chez vous au bout de 6 mois. Au nom de quel principe, Adrien Gindre ? La France, le peuple souverain, notre souveraineté ne pourrait pas s'exercer comme le font les Américains, les Suisses ou les Australiens à l'égard des étrangers. Vous voyez bien que nous sommes dans une situation catastrophique. La France, c'est 6 millions de chômeurs. Attendez. La France, c'est 6 millions de chômeurs. C'est 10 millions de pauvres. C'est près de 3 000 milliards d'euros de dettes qui désespèrent des Français par millions. Chez moi, en Loir-et-Cher, le chômage, la désertification médicale, l'incapacité à se former, tout ça, ça compte. Cette souffrance, elle existe. Je veux bien que vous me parliez de la souffrance des étrangers. Elle existe très probablement. Moi, je vous parle de la souffrance des Français, des ouvriers, des employés, des paysans, des entrepreneurs, des artisans qui ont tout perdu depuis 40 ans et qui méritent c'est de la responsabilité des étrangers. Non, c'est là notre différence sans doute. Moi, je n'accuse pas les immigrés, j'accuse l'immigration. J'accuse la politique d'immigration de nos gouvernants depuis 40 ans. J'accuse personne. Je n'accuse pas les immigrés, j'accuse la politique d'immigration. C'est une politique d'immigration de masse qui conduit à la délinquance, qui conduit au communautarisme, qui conduit au chômage et qui conduit à la pauvreté de notre peuple. Et aimer la France, Guillaume Pelletier, quand vous dites ce qui compte, c'est que les gens aiment la France, on peut très bien être en France depuis 10 ans, avoir 6 mois de chômage et quand même aimer la France, vouloir y rester. Et vous dites ces gens-là partiront. Mais il y a probablement quelques cas particuliers, il n'y aura aucun problème. Mais le principe qui sera le nôtre, c'est la priorité accordée en tout domaine. La priorité accordée en tout domaine, ce que nous assumons pleinement, donnée aux Français en tout domaine. Donc le logement, l'emploi et tout ce que nous venons de dire. 2,5 millions d'expulsés, mais quelques cas particuliers, nous dites-vous, Marion Mourgue. On en vient à la justice. Sur le plateau du Grand Jury, vous aviez voulu rétablir une cour de sûreté de la République, une sorte de justice exceptionnelle, vous aviez dit, pour condamner sans appel possible les individus radicalisés. Est-ce qu'Éric Zemmour va reprendre cette idée dans son programme ? Est-ce qu'il faut justement la réintroduire pour le futur quinquennat ? Ce sera à lui de décider. Moi, la position qui était la mienne, bien sûr, c'était sur la question des fameux fichiers FSPRT, c'est-à-dire, je sais que c'est la position d'Éric Zemmour pour la première partie, c'est d'expulser, là encore, tous les fichiers étrangers. Il y a 4300 étrangers qui sont fichés en France pour terrorisme et que nous continuons à accueillir et à nourrir. Cette notion de sans appel avait fait débat à l'époque. Est-ce qu'il faut modifier un peu votre proposition ou pas ? Sur cette proposition, on en reparlera avec Éric Zemmour. Moi, j'avais proposé pour les Français fichés S, oui, une cour de sûreté présidée par 3 magistrats indépendants. J'avais précisé que je mettais fin aux appels successifs qui empêchent la justice de s'exprimer, qu'il y ait une procédure d'appel, ça peut être juste, mais ce qui est certain pour bien comprendre cette proposition, c'est que, nous voulons expulser les étrangers fichés, nous voulons mettre fin, par exemple, aux aides sociales accordées aux djihadistes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était même le Figaro qui l'avait révélé, 20% des djihadistes en Syrie touchent des allocations sociales. Mais on marche sur la tête. Voilà, et c'est tout ça qu'on veut supprimer. Quant aux Français fichés, oui, je pense qu'une cour de sûreté qui pourrait les placer en rétention de sûreté pour nous préserver du terrorisme avec une procédure d'appel et non pas la succession des appels, oui, ça pourrait être une solution. Vous introduisez l'appel quand même. Marie-Pierre Haddad, une question des auditeurs. Oui, qui concerne la notion de légitime défense. Donc c'est quelque chose qu'Éric Zemmour souhaite revoir pour mettre en place un système de défense excusable qui concernerait les citoyens et aussi les policiers. Et justement, il y a une phrase sur les réseaux sociaux qui a beaucoup interpellé. Sur les policiers, il dit qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Donc il ne reconnaît
comprenez pas les violences policières. Est-ce que vous pensez qu'il faut au moins à minima revoir la police des polices, l'IGPN, et créer un institut externe pour contrôler tous les cas qui peuvent être sensibles? Non, les violences policières, ça n'existe pas. Jamais. Ce qui est par contre, ce qui existe, ce sont les violences faites aux policiers. Éric Zemmour sera le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité, de ces hommes et de ces femmes hors du commun qui tous les matins se lèvent en disant « je vais peut-être sacrifier ma vie pour permettre à nos concitoyens de vivre libres et en sécurité ». Et oui, nous allons renforcer la légitime défense, oui, pour les policiers, pour... Rappelez-vous de ce fait divers, de ce bijoutier de Nice qui avait été condamné à de la prison parce qu'il avait répliqué après avoir été braqué. Il faut que la peur change de camp. Éric Zemmour ne sera pas le président des coupables, il sera le président des victimes. Mais pardon, et ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un accès libre aux armes et plus facile sous un quinquennat Éric Zemmour, puisque vous dites qu'il pourrait y avoir une légitime défense accessible à davantage de gens, de citoyens? Non, ça n'est pas une question. Vous savez... il ne faut pas caricaturer. On peut se poser s'ils doivent pouvoir se défendre eux-mêmes. On va renforcer la légitime défense. C'est-à-dire qu'il y aura cette présomption d'innocence pour les policiers, pour le fameux bijoutier qui a été braqué. Mais la justice continuera à s'exercer. C'est la justice qui tranchera. Ce ne sera pas le Far West. L'idée, c'est comme en Allemagne et comme en Suisse, de renforcer cette idée de légitime défense pour permettre enfin en France qu'on comprenne que la peur a changé de camp et que les victimes ne valent pas les coupables. Voilà, Éric Zemmour, ce sera le président des victimes et ce sera le président des policiers et des gendarmes qui payent un lourd tribut. Regardez ce qui s'est passé encore à Lille avant-hier. Les violences policières, vous dites ça n'existe pas, on en parlera bien sûr avec Clémentine Autain dans la seconde partie de l'émission puisque vous serez en débat face à elle. Marion Mourgue. On en vient à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous vous étiez prononcé dans le passé pour cette égalité. Est-ce que c'est un sujet dans la campagne d'Éric Zemmour? On a cru comprendre qu'il, pour lui, ça n'existait pas cette inégalité parce qu'il renvoyait au choix de carrière fait aux femmes. Est-ce que pour vous, il faut aller vers cette égalité? Bien sûr, on en a parlé encore avec Éric ces dernières semaines. À compétences égales, il faut que l'égalité salariale stricte entre une femme et un homme existe. Et donc même vous pas l'avez de, changé même, parce que il y a même pas de débat là-dessus. Il disait les chiffres sont loufoques et l'écart marginal est dû au choix des femmes. Vous l'avez fait changer d'avis. Non. Il expliquait qu'il y avait un certain nombre de chiffres, il avait raison, qui étaient dus au métier exercé par les uns et les autres. Et mais il a bien précisé marginal. Ce qui est sa position, ce qui est la nôtre, ce qui est du bon sens d'ailleurs, c'est qu'à compétences égales, il ne peut plus y avoir d'écart entre le revenu touché par une femme ou touché par un homme. C'est un principe d'évidence. Mais je répète ces mots. Il y a un écart marginal dû au choix des femmes. Pour vous, cet écart n'est pas marginal. Il existe. Quand il existe, il devra être résorbé par une loi très claire, très stricte, à compétences égales. Elle existe déjà. Égalité. Oui, mais qui, vous le savez, elle existe, mais elle n'est pas du tout appliquée parce que les décrets d'application sont obscurs, que c'est confié à des entités bureaucratiques qui n'exercent pas leurs responsabilités. Et donc, bien sûr que nous renforcerons ce droit fondamental à l'égalité salariale stricte à compétences égales entre un homme et une femme. Adrien Gindre. Sur les questions de travail aussi, quand vous étiez à la tête de votre mouvement La Droite Forte, vous vouliez augmenter la durée du travail, passer par exemple de 40 heures qu'on pourrait payer 45. Est-ce que c'est toujours votre souhait aujourd'hui? Et est-ce que c'est un projet d'Éric Zemmour également? Nous pensons que la France est le pays qui dépense le plus, qui est taxé le plus et qui travaille le moins. Et qu'il faut donc faire de la valeur travail la valeur cardinale de la société française, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Et dès que vous travaillez, vous êtes suspecté, contrôlé, inspecté, réglementé. Au fond, Éric Zemmour va être le président des entrepreneurs et des travailleurs. Le président qui va réconcilier les entrepreneurs et les travailleurs, parce qu'on a bien compris depuis 40 ans, la gauche, c'est uniquement pour les travailleurs, la droite, c'est uniquement pour les entrepreneurs. Il faut réconcilier les deux, parce qu'il n'y a pas de création d'emplois sans entrepreneurs, et il n'y a pas de pérennité de l'entreprise sans travailleurs. Et donc en augmentant la durée du travail. Et il faudra donc libérer nos entreprises sur cette question-là. Par exemple, chaque entreprise pourrait, c'est une piste de réflexion que nous avons, libérer son temps de travail. Dans une petite entreprise, on pourrait choisir de travailler davantage, à la condition bien sûr que les salaires suivent. Il est hors de question de repasser à 37 ou 38 heures et de continuer à payer à 35. D'où notre proposition de prime, moi ce que j'appelle la prime Z, la prime zéro charge, zéro URSSAF, zéro impôt, qui va permettre, c'est une révolution, je veux que chacun le comprenne bien, qui va permettre à chaque entrepreneur, sans aucun plafond, enfin jusqu'à 3 mois de salaire, d'accorder un 13e, un 14e ou un 15e mois à tous les travailleurs méritants. C'est un choc inédit, c'est la mesure la plus révolutionnaire de justice sociale et fiscale jamais
présenter lors d'une élection Une dernière présidentielle. question des auditeurs avant le débat de Oui, deuxième les partie. internautes ont Marie-Claire du Haddad. mal à cerner ce que pense Éric Zemmour du réchauffement climatique. Il a eu plusieurs propos ambigus là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou pas le réchauffement climatique ? Bien sûr, c'est une question, mais qui ne doit pas être abordée à l'aune de l'écologie punitive, de la culpabilisation du peuple français, mais à l'aune de mesures positives, par exemple une suppression de la TVA sur la vente directe de nos agriculteurs, une suppression de la TVA sur les transports collectifs, une suppression de la TVA sur la rénovation énergétique des logements privés des Français. Au fond, une politique d'écologie au service du peuple, au service des classes moyennes, et non pas au service des Américains ou des Et vous Chinois. reconnaissez le réchauffement climatique ou pas? Oui, je viens de le dire, il y a une réalité, et donc, mais pour la combattre, il ne faut pas se soumettre aux Chinois, aux Américains qui polluent beaucoup plus que nous, mais il faut inciter nos citoyens, nos concitoyens à lutter, C'est vrai qu'Éric Zemmour non pas n'était par pas des aussi impôts et des clair taxes, mais par sur la une réalité baisse du des réchauffement impôts et des climatique. taxes. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Vous serez face, Guillaume Pelletier, face à Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. A tout de suite après une courte pause. Le grand jury RTL Le Figaro LCI, seconde partie. Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour, face à Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Mère Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat. Donc face à Guillaume Pelletier, vous avez entendu en première partie, puisque vous étiez en coulisses, les propos de Guillaume Pelletier, notamment sur l'islamo-gauchisme. Adrien Gindre. Oui, puisque tout à l'heure, vous nous avez parlé des collabos d'aujourd'hui, Guillaume Pelletier, en évoquant ceux qui ont des complicités par leur comportement avec l'islamisme et donc avec le terrorisme. Clémentine Autain, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous l'avez pris personnellement déjà au nom de la France Insoumise, qui est parfois taxée d'islamo-gauchisme? D'abord, je voudrais dire un mot sur le tout début de l'émission, puisque Guillaume Pelletier a commencé en osant citer Jean Jaurès, qui sans doute en écoutant, s'il ne s'est pas retombé dans sa tombe, s'il pouvait écouter cette émission, sans doute serait révolté, absolument révolté, parce que Jean Jaurès, son combat, toute sa vie, ça a été l'humanité. Et la société que vous désirez, la société que vous prônez, est une société qui nous conduit tout droit vers la guerre civile et particulièrement inhumaine. Moi, je citerai plutôt Jean Jaurès pour rappeler que ce qu'il disait, c'est que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée, l'orage. Et s'il dit cela, et je veux le dire face à vous, c'est qu'au fond, dans notre approche de la société, voyez-vous, nous retenons des choses très différentes de ce qu'est la France. La France, pour moi, c'est d'abord sa devise républicaine, la liberté, qui est mise à mal par le libéralisme économique, l'égalité, qui est foulée aux pieds par une dynamique qui est celle des inégalités aujourd'hui, et l'humanité, qui est quelque part morte dans la mer Méditerranée, parce que peut-être... ne voulez-vous pas le voir, mais vous savez qu'il y a déjà 23 000 êtres humains, personnes, qui sont morts dans la mer Méditerranée. Donc vous, ce que vous voulez, monsieur Guillaume Pelletier, c'est tout ramener à votre xénophobie, à votre haine des Arabes et des musulmans, et c'est l'axe majeur que vous prenez. Pour ma part, je pense que le problème majeur de la France aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas capable, elle n'est plus capable de partager les richesses, d'affronter le pouvoir de la finance, et donc de faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre mieux. Et l'union des droites que vous proposez, c'est en réalité le recul des droits. Alors, c'est ça que vous nous proposez aujourd'hui, et c'est une société effrayante. Guillaume Pelletier vous répond d'abord sur le fait que vous portez les ferments d'une guerre civile. Guillaume Pelletier, voilà ce que vous dit Clémentine Autain. Moi, je crois que la guerre civile, elle est à nos portes, que les tensions communautaires, l'explosion des violences, les phénomènes migratoires constituent une tragédie pour notre pays, qu'évidemment nous souhaitons tous que la mer Méditerranée ne devienne pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un cimetière pour les migrants. Nous partageons au moins cette volonté, mais nous n'avons pas les mêmes solutions. Moi, la conviction qui est la mienne, qui est celle d'Éric Zemmour, c'est de permettre aux Africains de rester en Afrique, c'est de permettre, c'est d'éradiquer par exemple les filières de passeurs, de ces gens qui se font des millions d'euros sur le dos de la misère. C'est donc aussi de rétablir le contrôle aux frontières et d'engager une grande politique de co-développement avec les pays du Sud. C'est s'attaquer à la cause de la misère, premièrement. Deuxièmement, vous dit Clémentine Autain. Je sais que c'est l'argument depuis 40 ans d'une classe politique à bout de souffle qui considère que tous les patriotes sont des racistes, des antisémites. Bon,
c'est tellement faux. Il n'y a rien chez nous de raciste et d'antisémite. Moi, ce que j'apprécie justement chez Éric Zemmour, c'est ce parcours incroyable de ce Français juif berbère venu d'Algérie, qui n'a rien à voir avec tout ça et qui propose simplement aux Français, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine sociale, de retrouver une communauté nationale. Vous savez, il y a deux visions. Où on propose une France, une juxtaposition de communautés qui s'affrontent. Même Gérard Collomb disait d'une France de Français face à face. C'est Clémentine Autain qui oui, convainc. Mais je réponds à Clémentine Autain et à vous. Où on propose une seule communauté nationale. Enfin, quant à Jean Jaurès, que j'estime, moi je suis un passionné de littérature, je suis un passionné de la politique et je suis un admirateur de nombre de ses discours. C'est pour ça que j'ai voulu le citer tout à l'heure. Et je respecte et je comprends très bien aussi que vous l'admiriez. Jean Jaurès, pour moi, c'était, comme Clémenceau, la gauche qui n'avait pas trahi le peuple. C'était la gauche qui aimait les petits. C'était la gauche qui défendait le patriotisme. C'était pas cette gauche qui, depuis quelques décennies, a choisi d'abord l'immigration plutôt que le peuple français. C'est ça la différence sans doute que nous avons, vous et moi, à travers l'image et la figure de Jean Jaurès. Clémentine Autain, pour vous, c'est une gauche qui fait partie des collabos dont vous parliez tout à l'heure? Clémentine Autain, personnellement, moi j'attaque pas personnellement, je parle des ensemble, sauf ceux qui le révèlent et qui l'assument. Les gens dans les ensembles. Clémentine Autain, je ne sais pas personnellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans la classe politique française, j'ai cité cet exemple parce qu'il est de notoriété publique, et je crois dans votre département de Monsieur Lagarde, dont chacun connaît les accointances donc chacun connaît les accointances avec l'islamisme. Alors, si Clémentine Autain, à midi aujourd'hui, me dit je suis opposé radicalement au port du voile pour les jeunes filles de 6 ans, comme on l'a vu à Roubaix. Si Clémentine Autain me dit que oui, l'islam politique est un danger pour la France, très bien, j'en prendrai acte. Mais de quoi vous parlez, Monsieur Pelletier? Vous savez que je suis élu de Sevran, de Villepinte et Tremblay. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. On avait une mosquée qui était la mosquée des radars. La mosquée des radars où il y avait des prêches salafistes. Vous savez qui est-ce qui m'a alerté sur les prêches salafistes de la mosquée des radars? Ce sont des femmes d'une association qui s'appelle Rougemont Solidarité, dont une grande partie sont par ailleurs musulmanes et portent le foulard. Et ce sont elles qui sont venues me voir pour me dire c'est insupportable les prêches salafistes. D'accord? Et je me suis mobilisée pour fermer cette mosquée. Mais je veux revenir au cœur du débat qui est le nôtre. Parce que l'affiliation, c'est pas de Gaulle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de M. Zemmour. Et d'ailleurs, il le revendique, puisque lui-même assume sa filiation avec Pétain, qui aurait, je le rappelle, sauvé des Juifs. Ben, c'est quand même la réalité de ce que dit M. Zemmour. Quant à la misère, quand on regarde le programme, et j'aimerais bien qu'on puisse discuter du fond politique qu'il y a dans le programme d'Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, vous allez encore plus paupériser la population. Parce que vos propositions, soi-disant pour lutter contre l'assistanat, ça va très concrètement faire en sorte que les chômeurs aient moins d'allocations, que les précaires aient moins d'aides, et au final, appauvrir la société telle qu'elle est. Clémentine Autain, sur la proposition d'Éric Zemmour et de Guillaume Pelletier de renvoyer les immigrés pour laisser plus d'argent aux Français, est-ce que... Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites? Guillaume Pelletier indique qu'il y a finalement un coût à cette immigration et qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Mais rendez-vous compte de la folie de cette histoire. Prenez par exemple ce que propose M. Zemmour sur le patrimoine. Vous savez qu'il veut faire une réforme pour favoriser l'héritage. Ça c'est bien, hein, pour lutter contre la misère et la pauvreté. Nous on dit au-dessous de 12 millions, c'est pas mal, ça fait 100 fois le revenu du patrimoine 15 millions. médian. Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau, c'est 15 millions. 12 millions dans notre programme. Ce qui équivaut donc à 100 fois le patrimoine médian, on prend tout. Et avec ça, on peut dégager 9 milliards d'euros. Bon. Eux, avec leurs propositions qui favorisent l'héritage, voilà déjà quasiment 8 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Manque à gagner pour l'État sur la fameuse prime zéro charge. Tout un symbole. Vous avez entendu le mot ? C'est charge. C'est pas cotisation sociale, c'est charge. Il me semble qu'en 1945, avec le CNR, le Conseil national de la résistance, il y a quand même un socle très important qui a été constitué, et dans ce socle que nous tirons jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aides sociales importantes. Or, la CSG que vous visez particulièrement, vous savez que dedans, c'est quoi? Des allocations familiales, ce sont l'assurance pour le chômage, les aides pour les personnes dépendantes, le fonds pour la vieillesse. Alors vous allez enlever quoi avec tous ces milliards? Comment vous allez faire tenir notre système et faire en sorte qu'on n'appauvrisse pas ceux qui sont aujourd'hui les victimes d'un système où il y a 80 milliards d'euros
dans l'évasion fiscale, où il y a 92 milliards qui ont été redistribués en dividendes. Alors, Guillaume Pelletier, vous répondez quoi? Il y a là, pendant la crise. Pendant la crise. C'est ça le vrai problème. Alors, donc votre partage n'est pas un partage des richesses, c'est une stigmatisation d'une partie de la population et qui n'amènera à rien, sinon à encore plus de folie dans notre pays et de désordre et encore plus de personnes dans la galère et dans la misère. Guillaume Pelletier. Nous, c'est tout l'inverse. On a deux visions radicalement opposées de la société française. Nous, pour retrouver l'esprit du Conseil national de la résistance, du modèle social français, cher au général de Gaulle, nous souhaitons dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, ce modèle social est en train de s'effondrer sur lui-même avec des dettes faramineuses. Je rappelle que moi, je suis né dans la deuxième partie des années 70. Il n'y avait pas beaucoup de chômage, pas beaucoup de déficit, pas beaucoup de dettes. 40 ans après, notre génération porte sur les épaules à l'époque, voyez-vous, beaucoup plus d'immigrés à l'époque. Quand je suis né, il y avait plus d'immigrés. Vous êtes de la même génération. Eh ben oui, je suis désolée. Oui, bien sûr. Bah, comme quoi la corrélation c'est vrai que dans les années 60-70, il y avait plus d'immigrés qu'aujourd'hui. C'est fausse, Monsieur Pelletier. Et en plus, c'était même pas la même immigration. Vous le savez très bien. C'était une immigration polonaise, d'Europe de l'Est, italienne, espagnole, avec une même culture, une même civilisation. C'était une grande différence, premièrement. Dites ça aux Italiens à l'époque, comment ils ont été traités, les Espagnols qui ont fui la guerre d'Espagne, comment ils ont été traités par vos ancêtres. Nous sommes fiers de nos racines chrétiennes, judéo-chrétiennes, premièrement. Deuxièmement, pour sauver ce modèle social, il faut s'attaquer au gaspillage et à la gabegie. Le gaspillage, c'est les 20 milliards d'euros que coûte l'immigration chaque année. Le gaspillage, ce sont les 50 milliards d'euros de fraude sociale qui sont gaspillés chaque année. Puisque nous mettrons fin à ces absurdités, nous allons pouvoir rendre l'argent aux Français. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous m'avez raconté une histoire de Seine-Saint-Denis. Je vais vous raconter une histoire chez moi dans le Loir-et-Cher. Parce que nous sommes deux députés de la Nation. Il s'agit de Teddy, qui travaillait dans un grand groupe. Et j'ai essayé de sauver et de défendre les 80 salariés parce qu'on partage, je pense, au moins une chose en commun, Clémentine Autain, c'est la lutte contre la mondialisation financière, la mondialisation sauvage et la volonté de protéger notre peuple, nos industries, nos ouvriers, nos agriculteurs de cette course folle à la mondialisation financière chère à Emmanuel Macron. Mais nous avons une différence, c'est que Teddy, quand il me dit qu'il gagne 1300 ou 1400 euros chaque mois, et que son voisin, en cumulant les aides sociales sans aller travailler, a plus à la fin du mois que lui. Il est dans une situation de désespérance. La France, aujourd'hui, elle souffre parce que les travailleurs, les artisans, les commerçants qui galèrent, qui se lèvent tôt le matin, n'ont pas la chance d'avoir une juste récompense de leur travail. Et là, je pense que Jean Jaurès, et là, je pense que Clémenceau, et là, je pense que le général de Gaulle serait fier de ce qu'incarne aujourd'hui Éric Zemmour, c'est de récompenser les travailleurs et les entrepreneurs. Parce que c'est le travail qui émancipe. C'est le travail qui rend digne. C'est le travail qui nous rend indépendants des forces de l'argent. Sur la mondialisation, vous êtes d'accord. Parlons sur le travail. Mais c'est un vrai débat de fond très important. Moi, je défends la valeur travail, je le dis très franchement, très clairement. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on a un surchômage, en particulier chez les jeunes, 20% des jeunes. Le chômage, c'est considérable. Or, il se trouve qu'il y a une offre d'emploi pour 13 chômeurs. C'est ça la réalité de notre pays. Donc moi, je ne vois pas d'autre solution si justement on veut que tout le monde puisse avoir accès au travail que de partager le temps de travail. Mais Guillaume Pelletier vous dit aussi qu'il faut réformer le modèle social français qui ne fonctionnerait plus. Mais donc, l'opposition, je ne suis pas d'accord avec M. Pelletier parce que lui, il oppose sur une même cage d'escalier quelqu'un qui travaillerait et gagnerait un petit SMIC à ceux qui seraient au RSA. Je rappelle que le RSA, grand seigneur, 565 €. Je ne sais pas qui peut vivre avec 565 € et expliquer que ce sont eux les assistés et non pas Bernard Arnault qui engrange des millions et rien que son salaire, qui est limite son argent de poche, 300 000 € par mois. Je ne sais pas pourquoi il le mériterait, à quel titre. Et je suis absolument sûre que celui qui est sur cette cage d'escalier, en tout cas les deux, le problème c'est le partage des richesses entre les hyper riches, entre les dividendes pharaoniques qui sont redistribués et ceux qui sont aujourd'hui dans la galère. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le SMIC à 1 400 € net tout de suite, d'augmenter les minima sociaux et de partager le temps de travail en diminuant, et là ça fera un autre point de désaccord, par exemple l'âge de départ à la retraite. Nous sommes pour 60 ans, vous êtes pour 65 ans, c'est-à-dire que Sarkozy avait fait 62. Nicolas Sarkozy a fait les 62 ans. Ensuite, Hollande a fait les 43 annuités. Nous sommes pour revenir à 60 ans avec 40 annuités. Et ça, c'est ce qui permet de dégager, si vous voulez, de l'emploi et de partager non seulement les richesses, mais de faire en sorte que tout le monde puisse travailler et puisse travailler sans être... Pardon, mais il faut d'abord... Mourir au travail, vous voyez. Oui. Je vais répondre à Clémentine Autain. Là encore, une différence effectivement majeure.
Nous, on considère que l'argent public, l'argent magique, ça n'existe pas. Que ce qui existe, c'est l'argent des contribuables, l'argent des Français. Et qu'il est urgent de le leur rendre. Sur la question des retraites, par exemple, sur les deux sujets que vous avez évoqués, oui, nous avons une différence. On vit de plus en plus longtemps. C'est une évidence. Et en dehors des métiers pénibles, bien sûr, que nous souhaitons préserver pour partir le plus tôt possible, il faut dire la vérité aux Français. Il faudra travailler davantage pour sauver le régime de retraite. Sur la jeunesse, la proposition que nous faisons avec Éric Zemmour est la suivante. Le premier frein à l'emploi de la jeunesse, ce sont les charges et les taxes qui pèsent sur les entrepreneurs. Pendant 8 ans, j'étais un petit chef d'entreprise, j'avais 8 salariés, c'était très modeste. Pour embaucher quelqu'un à 1 500 ou 2 000 euros net, je devais payer le double. Eh bien, avec Éric Zemmour, nous proposons que pour les deux premières embauches, les 2 nouvelles premières embauches d'une entreprise, 0 charge et 0 taxe, là encore, pendant 2 ans. Pour permettre à tous les artisans et les commerçants. C'était une idée de Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, qui n'a jamais été appliquée, qui considérait qu'il y avait probablement 1 million d'emplois à créer si on permettait aux artisans, aux commerçants, aux petits patrons d'embaucher une personne avec le salaire net qui est le salaire brut. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que le salaire net est trop bas pour les salariés et le salaire brut trop haut pour les entrepreneurs. Mais pardon, mais juste une question. Mais juste une question. Vous les prenez où, monsieur Pelletier? Dans l'assurance chômage? Dans l'aide à la dépendance? Il vous a répondu, Guillaume Pelletier. Vous avez dit dans l'expulsion des 20 milliards de d'immigration et les 50 milliards de fraude sociale. 50 milliards, Clémentine Autain. Alors, justement, chez moi, en Loir-et-Cher, on peut déposer, et chez vous aussi, un dossier RSA dans des départements limitrophes parce que l'État refuse la création d'un fichier unique de lutte contre les fraudes. C'est gaspillage, c'est fraude sociale. Les Français, mais vous avez dit 20 milliards sur l'immigration. Moi, je peux vous dire que les 20 milliards, on peut les trouver vraiment ailleurs. On n'est pas obligé de s'asseoir sur la devise républicaine et notamment la fraternité. La fraternité, le socle de nos droits constitutionnels. Parce que là, vous allez mettre dehors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si toutes les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte. Là, ce dont parle M. Pelletier depuis tout à l'heure, c'est de renvoyer dehors des millions de gens. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans le détail. J'aimerais bien savoir dans le détail qui, parce que par exemple, une famille qui n'a pas sa carte de nationalité française, mais a des enfants qui sont nés sur le territoire français, vous en faites quoi ? Vous les mettez dehors? Vous allez mettre tout le monde dehors? Tout ça pourquoi? Pour 20 milliards d'euros alors qu'il est si facile. Il va vous répondre. De le trouver, répondez alors à cet exemple précis. De le trouver ailleurs. C'est un projet de haine et c'est un projet de rupture avec la devise républicaine et notamment la haine, la conséquence de 40 Est-ce que vous pouvez répondre sur cet exemple concret à laquelle vous avez d'ailleurs participé? Non, moi je participe pas. Les communistes étaient avec François Mitterrand et Lionel Jospin, je crois. Ah bon, bref. Ah bon, d'accord. Mais sur cet exemple, elle vous interpelle, Clémentine, sur cet exemple concret d'une famille. La politique d'Éric Zemmour sur l'immigration, c'est d'abord, on met fin. On ne parle pas d'expulser, on met fin à l'immigration. Vous avez parlé des Français, Guillaume Pelletier. J'y viens. Je parle de la première étape. La première décision d'Éric Zemmour, le 25 avril, lorsqu'il sera président de la République, nous rétablissons les contrôles aux frontières et nous suspendons toute l'immigration. Il n'y a plus d'immigration en France. Les 2 millions d'étrangers qui étaient rentrés sous le territoire national avec Emmanuel Macron, c'est fini. On ne fait plus rentrer, premièrement, sauf quelques cas particuliers sur lesquels on pourrait revenir si vous le souhaitez. Deuxièmement, oui, on expulse les détenus étrangers. Par exemple, notre administration pénitentiaire. Sur ce cas particulier de la famille dont parlait Clémentine Autain. Attendez, d'accord, je ne vais pas m'appuyer sur tous les cas. C'est beaucoup de gens qui nous regardent. Moi, je vous parle des 15 000 détenus. Et à qui vous êtes en train de cracher à la figure en expliquant qu'ils ne sont pas dignes d'être sur notre pays. Alors qu'ils travaillent en France, qu'ils payent des impôts en France, et vous expliquez qu'il s'agit de les mettre dehors. Pardonnez-moi, mais votre réponse est une réponse absolument abjecte. Je vais vous répondre très calmement. Nous mettons fin à l'immigration, Deuxièmement, tous ceux qui vivent en France et qui respectent nos lois et qui aiment la France, il n'y a aucun problème. Par contre, qui aiment la France, oui, ça a un sens. Oui, aimer la France, aimer 2000 ans d'histoire, aimer nos modes de vie, aimer la pêche, aimer la chasse, aimer le foie gras, aimer les cloches de nos églises, aimer le chant de nos coqs. Oui, ça compte. Si vous êtes né français et que vous n'aimez pas la France, vous les mettez dehors, cela aussi? Enfin, c'est absurde ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, à Rome, on vit comme les Romains, en France, on vit comme les Français. Quelqu'un qui n'aime pas la France n'a rien à faire sur le territoire national, ça c'est une certitude. Même si les Français nés en France. Ça c'est une certitude. Mais vous savez, on n'est pas français de papier. On est français de cœur. On est français d'âme. On est français parce qu'on aime 2000 ans d'histoire. Extraordinaire. Alors on peut être la France d'avant 1789 et l'année et alors après 1789. Alors on peut donc ne pas être français, aimer la France et être digne de rester là? On est bien d'accord, monsieur Pelletier? Comment? Donc on peut ne pas avoir son papier de nationalité française, aimer la France et avoir toute légitimité à être là. Nous avons dit qu'il y avait quelques cas particuliers. Comment vous allez faire? Il y avait un principe. Il va falloir qu'ils fassent quoi, ces gens-là? Les 400 000 ou les 500 000 clandestins, vous le savez très bien, ne sont pas venus par amour de la France. Ils sont venus pour toucher des aides sociales. Vous le savez très bien, j'espère que vous en croisez, vous en côtoyez quelques-uns. Oui. Est-ce qu'il faut rétablir un ministère de l'identité nationale en France? De toute façon, Éric Zemmour, ce sera une grande politique de l'identité nationale. Un exemple très concret, nous allons refaire de l'école le sanctuaire
de la République et de la France. C'est-à-dire on va chasser SOS Racisme et les lobbies LGBT de nos écoles, on va rétablir un examen d'entrée en 6e pour identifier nos enfants qui sont un peu en retard pour leur permettre de rattraper ce retard, on va réhabiliter les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter à l'école primaire et surtout on va, à travers, j'étais professeur d'histoire, on va redonner la France à aimer. On va quitter le monde de l'autoflagellation et de la repentance. Alors, on va redonner la France à aimer. Vous imaginez comme c'est beau, redonner la France à aimer. 2000 ans d'histoire merveilleuse pour refaire une seule communauté nationale et donner aux étrangers l'envie d'aimer la France. Alors, l'identité nationale, Clémentine Autain. Moi, je suis en désaccord complet avec cette entrée qui est imposée par l'extrême droite maintenant depuis de nombreuses années et qui, en fait, évite de parler de l'égalité. Donc, eux, leur terrain, c'est l'identité. Et dans ce terrain d'identité, il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a absolument pas d'issue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'identité, elle est mouvante. Non mais écoutez bien, l'identité, c'est quelque chose de mouvant. C'est une interprétation. Sa vision de la France n'est pas ma vision de la France. Et donc, il n'y a pas d'issue. L'égalité, en revanche, l'égalité, ça, c'est un moteur qui permet d'établir du lien, de faire France et République véritablement, mais de l'égalité, vous n'avez rien à faire, puisque tout votre projet vise à casser finalement Guillaume Pelletier a parlé d'égalité salariale homme-femme, justement. Comptez sur eux. Enfin, écoutez, il n'y a qu'à écouter Éric Zemmour. Non, là, pardonnez-moi, mais faut être un peu sérieux. Faut être un petit peu sérieux. Il n'y a qu'à écouter Zemmour pour connaître sa misogynie absolument fondamentale. Un de mes premiers débats télévisés quand j'étais jeune, j'étais face à lui sur la question justement de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai bien entendu vos propos tout à l'heure, mais je suis désolée, le candidat que vous défendez est un candidat profondément misogyne, qui d'ailleurs trouve très bien les femmes à la maison, qui ne voit absolument pas où est le problème. Et je crois que personne ne peut compter sur Éric Zemmour pour faire avancer la cause des femmes. Et vos propos à l'instant sur la haine, la misogynie, LGBT, le racisme, Pétain, bon très bien, on a compris la caricature. Moi je fais que dire, mais Éric Zemmour l'a dit lui-même. Très clairement, c'est le seul d'ailleurs de manière aussi claire, l'égalité salariale homme-femme, oui, aucun recul bien sûr sur le droit des femmes, et oser dire qu'Éric Zemmour, qui a un amour, d'ailleurs il raconte magnifiquement son amour pour sa maman, pour sa grand-mère, il a un rapport justement aux femmes totalement apaisé et très loin des caricatures que vous évoquez en cet instant. Moi j'ai lu ces livres, c'est vous qui tentez de diviser en permanence les uns et les autres. Vous savez, l'égalité, c'est d'abord comment on retrouve la fraternité. Et la fraternité, c'est une communauté nationale, c'est une colonne vertébrale unique, c'est d'adhérer les uns et les autres, quelle que soit notre origine sociale, la couleur de notre peau et la religion, à cette communauté nationale. La France, vous savez, c'est ce pays merveilleux qui a inventé la laïcité qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. La France, c'est le pays qui, entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, le vôtre, a choisi le drapeau tricolore pour en faire le drapeau de la liberté. C'est ça, la France. Éric Zemmour, c'est celle que nous allons défendre. Adrien Jean, vous disiez tout à l'heure, être français, c'est aimer la pêche, la chasse, le foie gras. Alors, c'est pas pour faire de la caricature, c'est pour bien comprendre. C'était au milieu d'une plus longue tirade, si vous permettez. Mais vous l'avez dit, juste pour comprendre, est-ce que ça veut dire que les végétariens, les véganes n'aiment pas la France et ne seront pas des bons Français dans la France d'Éric Zemmour? Ça veut dire que toutes celles et ceux qui veulent en permanence brider et brimer les Français, en nous interdisant d'aller à la pêche, ou en nous obligeant à manger végane, ça suffit. C'est-à-dire, moi je n'ai aucun problème. Si quelqu'un est végane et aime le végétarien, très bien. Mais on ne va pas nous imposer à nos agriculteurs, à nos éleveurs remarquables, de mettre fin, par exemple, à la viande. Pourquoi j'ai parlé de ce sujet du foie gras qui pourrait paraître symbolique et sur lequel se sont élevés, et je les en remercie, des dizaines et des dizaines de grands chefs de restaurants français. La gastronomie française, ça fait partie de notre patrimoine. Et oui, il y a des minorités qui tentent par tyrannie de nous interdire à nous, la majorité silencieuse, de vivre libre en étant fiers de notre patrimoine et de notre histoire. Toute dernière question à vous, très rapidement. Est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron dans sa démarche, puisqu'il va demain en Ukraine puis en Russie? Guillaume Pelletier, c'est une démarche du président que vous soutenez? Oui, il était temps d'aller rencontrer Vladimir Poutine, qui n'est pas notre ennemi. La Russie, c'est un peuple ami, et on aurait été bien avisé de supprimer, par exemple, les sanctions et l'embargo économique entre l'Europe des sanctions. Et la Russie. Autain, 10 secondes. Non, je pense que surtout la France doit arrêter de s'aligner sur l'OTAN et retrouver sa souveraineté. Exactement. Et être capable d'être un interlocuteur au service de la paix de tous les peuples. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat pour éclairer les électeurs, auditeurs, téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.